Le petit déjeuner politique. Bienvenue, c'est le petit déjeuner politique de Brune Poirson, qui est secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, au micro de Christophe Bordet. Bonjour Brune Poirson. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous sur Sud Radio ce Merci matin. À vous. Encore raté ? Encore raté, vous voulez dire ? Vous auriez pu être ministre de la Santé, c'est pas vous. Ah non, alors je vous rassure, ça n'a jamais été dans mes ambitions. Non. Non, mais on a un excellent, je pense, futur, en tout cas nouveau, ministre de la Santé, Olivier Véran, exactement, Oui. qui... vous savez que c'est un neurochirurgien et qui connaît très très bien tous les dossiers liés à la santé et aussi aux retraites. Donc je pense qu'il saura parfaitement prendre les dossiers en main. Alors comme il vient de la gauche, Olivier Véran, il est identifié comme tel en tout cas. On peut se dire qu'il va être enfin social avec les urgentistes. Parce que ça fait 11 mois que ça dure, la grève aux urgences. Disons que je pense qu'il se battra aussi bien que ce qu'Agnès Buzyn l'a fait. Aussi bien ? Aussi bien, oui, parce que c'est un problème, vous savez, qui date pas d'hier. Oui, mais c'est quoi le résultat avec Agnès Buzyn ? Il n'y a pas de résultat. Attendez. Aux urgences. Je ne suis pas un spécialiste des urgences. Non, mais d'accord. Pas passé, vous êtes membre du gouvernement. Donc j'y ai pas passé mes journées, mais ce que je sais, c'est que c'est un problème qui ne se résout pas du jour au lendemain comme ça, que c'est quelque chose qui a été construit depuis des années et des années, notamment de sous-investissement dans les urgences, et qu'on est en train de renverser la tendance, et que ce qui est fondamentalement important, c'est qu'il y ait au gouvernement, dans le poste de ministre de la Santé, quelqu'un qui connaisse les préoccupations des urgentistes, les préoccupations du personnel hospitalier. Et c'était le cas avec Agnès Buzyn. Ça sera Agnès à nouveau Buzyn, le cas avec elle n'a pas un bilan Olivier mitigé au niveau de l'hôpital et des urgences. Écoutez, non, je ne pense pas. Je crois qu'elle était extrêmement appréciée. C'est pas ce que disent les urgentistes. Mais attendez, si vous entendez... c'est pas ce que disent les médecins. Écoutez, on ne voit pas les mêmes. Les médecins-chefs qui ont démissionné, des centaines. On ne voit pas les mêmes. Il y a une crise qui est bien plus large, je vous le disais, qui date de plusieurs années, de la médecine et des urgences en particulier. Dites-moi, Buzyn, c'était la seule possible à Paris ? C'était la meilleure d'entre nous, comme on dit ? Une chose est sûre, c'est que pour avoir travaillé avec elle, je sais que c'est une femme extrêmement déterminée, qui travaille avec beaucoup de bienveillance. C'est pour ça qu'elle arrive à rassembler autour de projets vraiment transformateurs, réformateurs, pour avancer. Qu'est-ce qu'elle a comme qualité pour gagner Paris ? Parce que pour l'instant, elle ne connaît pas vraiment le programme qui a été mis en place pour Paris, etc. D'abord, première chose, Agnès Buzyn, plusieurs choses. Agnès Buzyn, c'est quelqu'un qui a vécu à Paris. Elle est comme elle est parisienne. Elle est parisienne. Elle a éduqué ses enfants à Paris. Elle connaît une partie des difficultés que peuvent rencontrer certains Parisiens. Ensuite, Agnès Buzyn, c'est aussi une ministre, vous savez, macroniste. Donc ça veut dire qu'il y a moins de 3 ans, elle était simple citoyenne parisienne. Alors certes, elle faisait une magnifique carrière, mais enfin, elle n'était pas politique. Et je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir fait 10 ans de politique pour pouvoir parler de Paris. Justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que je pense qu'elle a compris la politique, effectivement, puisque elle y va pour gagner, elle y va avec cœur, c'est ce qu'elle a dit donc hier soir, alors que vendredi, elle avait trop de boulot, elle n'avait pas le temps. Exactement. La parole politique, toujours aussi crédible. Tout et son contraire en 48 heures. C'est exactement le contraire. Ah bon ? Non, on n'a pas bien compris. Mais bien sûr, il y a 48 heures où il y a, quand on lui demandait potentiellement, ou quand elle se posait la question de savoir si elle pouvait être et candidate maire d'arrondissement et ministre de la Santé, la réponse était non, elle l'a dit. Aujourd'hui, elle avait dit non à Griveaux. Aujourd'hui, elle a démissionné de son poste de ministre de la Santé pour se consacrer à temps plein à la campagne de Paris. Donc justement, elle est extrêmement cohérente. Elle dit, non, effectivement, je ne peux pas faire les deux. Donc il y a 48 heures, elle ne pouvait pas, et aujourd'hui, elle peut. Mais il y a 48 heures, elle était ministre. Mais elle ne voulait pas être candidate à la mairie de Paris. Attendez, et aujourd'hui, elle est candidate à la mairie de Paris. Bien sûr, parce qu'il y a 48 heures, elle était ministre de la Santé et elle ne voulait pas être ministre de la Santé et candidate. Aujourd'hui, elle est candidate et plus ministre de la Santé. Et puis deuxièmement, vous savez, je pense que Paris est une ville qui est fondamentalement importante. Mais je pense que les Français, ils ont envie peut-être aussi d'entendre parler d'autres choses. Mais justement, on va en parler, mais on va continuer d'abord sur Agnès Buzyn. Encore 2-3 questions. Décidément, Paris vous passionne. Absolument. Certains disent Buzyn à Paris, ça a de la gueule. Est-ce qu'elle peut rassurer justement à droite et à gauche? Mais oui, je le pense, parce qu'elle incarne cette volonté de rassembler. Elle incarne quelque part le macronisme, c'est-à-dire cette volonté de dépasser les clivages pour aller trouver des solutions concrètes, des solutions pragmatiques, en rassemblant autour de la table, sans avancer avec dogmatisme, avec idéologie, mais au contraire en trouvant des solutions très concrètes. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec elle. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec elle sur des dossiers comme par exemple liés à l'écologie. On a toujours extrêmement bien travaillé ensemble, parce que elle se posait la
la question de savoir quels étaient les problèmes, elle se mettait à la place des autres, elle rassemblait, tout le monde l'a dit. Un des mots qui ressort, c'est le mot aussi de bienveillance et de rassemblement, mais tout en étant extrêmement déterminé. L'un n'empêche pas l'autre. Dati et Hidalgo peuvent avoir peur? Écoutez, je suis pas... moi, si j'étais elle... Buzyn oui. fait moins peur? Mais je suis pas... Oui, je pense très... En tout cas, Agnès Buzyn a absolument tout, je pense, pour gagner cette ville. Tout. Si jamais elle perd, ça sera la faute. Ça sera la faute à qui? Est-ce que ça sera la faute? Moi j'ai passé le week-end. Attendez, moi j'ai passé le week-end dans le Vaucluse. Dans les machines à laver. C'est le sujet du jour et on va en parler dans un instant. Pas que ça. C'est aussi le reste de la France. Paris, c'est bien, mais enfin vous voyez, il y a 1/10 des Français qui habitent à Paris. Tout le monde le sait et on parle de toute la France sur cette antenne. Ne vous inquiétez pas. Oui, mais là on parle beaucoup de Paris. Moi, je vous pose une question simple. Si elle perd, ça sera de sa faute ou de la faute de Griveaux? Je comprends pas la question. Comme Griveaux était le candidat. Mais vous savez, moi je me place pas. Attendez, moi je me place. Alors plusieurs choses. Moi je me place pas du tout dans l'optique de Agnès Buzyn ou Benjamin Griveaux. Ou je sais pas, je fais pas des plans sur la comète. Ok. Il y a une campagne qui continue. Elle est reprise par Agnès Buzyn et je sais qu'elle se battra jusqu'au bout. Deuxièmement, sur la question de Benjamin Griveaux, on va pas non plus retourner les choses. D'accord ? Ce qui s'est passé, c'est extrêmement inquiétant. Et là, je pense qu'il faut prendre un peu de distance. Vous savez, dans le livre, par exemple, Mortale Transparence, les auteurs, qu'est-ce qu'ils montrent ? Ils montrent que le respect de la vie privée, en fait, c'était exactement ça. C'était un combat qui a été mené par les Lumières, un combat qui a été mené par les révolutionnaires français contre l'absolutisme royal. Il n'a pas fait preuve de légèreté, Griveaux. Contre l'absolutisme royal. Non, mais vous savez, c'est très inquiétant. Qu'est-ce qui sépare la démocratie d'un régime totalitaire? C'est le respect de la vie privée. À ce moment, au moment, c'est encore pire que ça. Là, on parle de la vie intime de quelqu'un. C'est ce qu'il y a de plus privé. À partir du moment où ça saute, alors on tombe dans un régime qui est totalitaire. Et c'est extrêmement grave. Mais vous savez, c'est pas quelque chose qui concerne Benjamin Griveaux. C'est pas quelque chose qui concerne la mairie de Paris. C'est quelque chose qui concerne tous les Français. Ouais. Vous, moi, les autres. Non, mais Christophe Bordet, je pense que c'est extrêmement important. Et ce qui s'est passé là, c'est grave. Le respect de la vie privée, c'est un droit de l'homme fondamental. Donc il n'a pas fait preuve de légèreté. À partir du moment où ce droit-là tombe, alors nous changeons de régime et on tombe dans le totalitarisme. 50% des Français ce matin, selon un sondage, sont choqués par la diffusion de la vidéo de Griveaux. Ça veut dire que 50% trouvent ça bien que ça ait été diffusé. Alors moi, je ne sais pas, j'ai pas vu exactement le sondage. Je pense pas que les gens trouvent ça bien que la vidéo ait été diffusée. Et si tel était le cas, je le dirais, et je continue à le dire, je pense que c'est inquiétant. On a tous le droit à une vie intime, à une vie privée. Ça concerne par exemple les adolescentes qui aujourd'hui, il y en a des scandales dans des écoles, qui aujourd'hui trouvent le début de leur vie intime qui est mise sur la place publique. Ça peut concerner aussi vous ou d'autres de vos amis. Votre vie privée, votre jardin secret, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Ça a été créé, je le dis, au moment des Lumières, pour lutter contre l'absolutisme royal. Tant que vous ne bafouez pas le droit, vous avez droit à une vie privée. C'est fondamental. Donc vous continuez de soutenir Griveaux même s'il n'est plus là? Non mais attendez. Vous avez échangé avec lui? C'est au-delà bien sûr que je soutiens Benjamin Griveaux, mais ça va au-delà du soutien à Benjamin Griveaux. C'est un soutien pour notre démocratie, je le dis et je le répète. Ce qui nous sépare du totalitarisme, c'est le respect du droit privé. L'ingérence russe, elle est réelle ou pas à votre avis dans cette affaire? Je ne suis pas spécialiste des services secrets, mais je pense... Force est de constater, je pense qu'il y a et qu'on peut s'inquiéter d'une chose, c'est de l'ingérence de nations étrangères dans la politique française à des fins purement idéologique et politique. C'est ce qui est arrivé au moment de la campagne de 2017. C'est ce qui est arrivé à Hillary Clinton. Là encore, on voit qu'il y a une ingérence. Donc effectivement, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter. Avec un opposant à Poutine quand même. Hein. C'est lui qui est en garde à vue. Écoutez, je ne suis pas dans le secret du dossier. Je ne suis pas dans le secret des dossiers judiciaires. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une volonté de faire ingérence dans la vie politique française. Vous recevez aujourd'hui, Brune Poirson, dans le cadre de la loi anti-gaspillage, les fabricants de machines à laver. Effectivement. J'ai envie de vous dire lesquels, parce que la plupart des industriels qui fabriquent ces machines aujourd'hui sont à l'étranger. Dans ce que j'ai vu, à part Brandt, qui est quand même désormais algérien, il n'y en a pas beaucoup qui continuent de fabriquer en France. Peut-être, mais une chose est sûre, c'est que
tous et aucun ne pourront nier le constat. Le constat, c'est lequel ? Le constat, c'est que quand on veut lutter contre la pollution plastique, quand on veut lutter contre la pollution plastique, il faut qu'on change radicalement aussi certaines de nos technologies. Or, il se trouve, je ne sais pas si vous savez, mais sur les 9,5 millions de tonnes de plastique qui se retrouvent chaque année dans l'océan, il y en a entre 15% et un tiers qui sont des microplastiques. Et beaucoup de ces microplastiques-là, ils viennent de nos vêtements. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une lessive, vous, nous tous, à chaque fois qu'on fait une lessive... Minibus, oui. Voilà, exactement. Ouais. Moi-même, vous voyez, chaque Français, on en fait 5 par semaine, des lessives en moyenne. Eh bien, il y a des microparticules de plastique, jusqu'à 700 000 par machine, qui se déversent dans les rivières, dans les océans. Donc vous voulez obliger les fabricants... Pourquoi ? Parce que les stations d'épuration n'ont pas de filtres qui sont capables de filtrer ces microparticules-là et d'arrêter ces microparticules de plastique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, suite à la loi qui a été promulguée la semaine dernière, la loi anti-gaspillage, nous avons... Et il est écrit dans la loi que d'ici fin 2024, il doit y avoir des filtres sur les machines à laver qui empêchent le relargage de ces microparticules de plastique. C'est une première mondiale. Nous sommes la première nation au monde à nous attaquer à cette question-là. Donc ça veut dire que les fabricants qui sont pour la plupart étrangers vont fabriquer des machines pour la France avec des filtres et puis les autres pays... Ça veut dire qu'en France, d'ici fin 2024, vous ne pourrez plus commercialiser de machines à laver qui n'aient pas des filtres pour empêcher ces relargages de microplastiques. C'est un immense défi. C'est un immense défi qu'il faut que nous relevions entre maintenant et fin 2024. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un bonus écologique dont pourront bénéficier les entreprises qui auront trouvé des solutions avant fin 2024. Oui. Et l'autre chose aussi, c'est que je vais me battre et continuer de me battre au niveau européen, notamment dans le cadre du Green Deal. Vous savez, c'est cette grande politique environnementale qui est menée par la Commission européenne, de façon à ce que cette mesure française, qui est une première mondiale, soit aussi adaptée au niveau européen. Oui, donc là, il y a encore du boulot quand même à ce niveau-là. Vous savez, la préservation de l'environnement, c'est une lutte sans relâche. Oui, en tout cas, il y a aussi l'histoire de la réparation des produits ménagers. Absolument. Et là aussi, c'est un problème parce que parfois, ça coûte plus cher de réparer une machine à laver que de la changer. Et c'est pour ça qu'on veut... Donc on va faire quoi ? C'est pour ça qu'on veut inverser la logique. Déjà, première chose, on baisse la TVA sur les réparations ? Déjà, première chose, on veut savoir très concrètement si on veut donner aux consommateurs la possibilité de pouvoir faire des choix au moment de l'achat. Et donc, on va mettre en place un indice de réparabilité, un indice de durabilité sur les produits électroniques et électroménagers. Un peu comme l'étiquette énergie. C'est-à-dire, vous pourrez comparer, il y aura une note sur une base de 10 critères, 1 à 10, qui va vous permettre de comparer les machines à laver selon, par exemple, leur durée de vie. Mais pas que les machines à laver, toute une série de produits. On va aussi étendre la durée légale de garantie pour que vous puissiez... Brune Poirson, le temps passe très vite. Dernière question. La réforme des retraites à l'Assemblée. 41 000 amendements déposés, dont 23 000 par la seule France insoumise. LFI empêche le débat serein sur ce sujet ? Écoutez, déposer le droit d'amender, le droit d'amender, c'est un droit qui est constitutionnel. Mais faire de l'obstruction, c'est totalement irresponsable. C'est Gilles Legendre qui avait calculé et qui l'a dit hier. Si jamais les députés devaient passer seulement 5 minutes sur les amendements, il y aurait plus de 200 jours de débat. Et là, il y a 15 jours. Non, mais vous savez ce que ça fait ? Ça prend en otage tout le débat parlementaire. Il y a un projet, par exemple, qui doit arriver sur le grand âge et la dépendance. Donc Mélenchon prend en otage le débat parlementaire. C'est ça que vous dites ? Absolument, je le dis et je l'affirme. Il y a un projet de loi qui doit arriver sur le grand âge et la dépendance. Tous les Français connaissent et ont autour d'eux une personne âgée. Il faut améliorer leurs conditions de vie. Il y a un projet de loi, par exemple, qui doit arriver. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit aux Français, non, on ne peut pas avancer sur le grand âge et la dépendance, on ne peut pas améliorer la qualité de vie des personnes âgées parce qu'il y a 17 députés minoritaires qui ont décidé à eux seuls de capturer tout le débat parlementaire. C'est la démocratie aussi, c'est l'opposition, c'est la démocratie parlementaire. La démocratie parlementaire, c'est le débat. C'est pas l'irresponsabilité. Allez, Cécile de Minibus. Oui, on parle souvent d'énergie fossile comme principal pollueur et assez peu finalement de l'industrie textile qui reste l'un des pollueurs majeurs et qui exploite en plus la misère sociale. Au G7, 32 groupes s'étaient engagés finalement à signer le Fashion Pact écologique. Est-ce qu'il faut aujourd'hui taxer lourdement la fast fashion en France ? Alors je pense qu'il y a des solutions qui vont
au-delà de la taxation. Et c'est pour ça que, par exemple, dans la loi économie circulaire, dans ma loi, une des choses qu'on a décidé de faire, c'est de mettre en place un affichage environnemental. Déjà pour que vous, quand vous êtes consommateur, vous puissiez savoir très clairement quel est l'impact environnemental des produits que vous consommez. Il y a une première mesure qui est celle-là. Une deuxième aussi, elle est d'encourager le recyclage, la réutilisation des vêtements. Parce qu'au-delà de la taxation, ça permet d'utiliser déjà du textile qui est sur le marché pour pouvoir le recycler. Ça veut dire qu'il faut que nous, on s'autorégule déjà. Et ensuite, effectivement, il y a des changements de comportement à avoir, de se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter tel t-shirt, d'acheter tel jean? Donc tout ça, ça procède d'un tout et il faut transformer cette industrie de la mode. C'est à ça qu'on s'attaque et on est les premiers dans le monde à s'attaquer aussi clairement et à mettre dans la loi des mesures sur cette industrie qui, comme vous le disiez, Cécile de Minibus, est la deuxième industrie la plus polluante au monde après l'industrie pétrolière. Elle pollue plus que l'industrie maritime, que les transports maritimes et aériens réunis. Donc effectivement, il faut prendre le problème à bras-le-corps et c'est ce qu'on fait. Dernière chose, une petite question encore. Dernière chose, Quatennens, non, je m'arrête jamais. Non. Il n'y a pas de journal de 8 heures du coup. Quatennens, si, il y aura le journal de 8 heures, vous inquiétez pas. La semaine dernière, Quatennens vous a répondu, puisque vous aviez attaqué la France insoumise. Il vous a dit, tiens, au lieu de faire des polémiques... J'ai juste fait un constat. Oui, enfin, au lieu de faire des polémiques, elle ferait mieux de venir débattre avec nous. Vous lui dites quoi? Chiche? Un débat avec Quatennens et les 17 députés de la France insoumise. Moi, j'appelle à la cohérence. On ne peut pas le matin appeler au débat et le soir ne pas condamner les violences politiques. Donc, premièrement, cohérence. Deuxièmement, moi, je veux bien aussi débattre avec la France insoumise de mes sujets, mais là aussi, je leur demande un minimum de cohérence. On ne peut pas avoir et vouloir et prétendre être pro-environnement d'un côté et puis de l'autre, par exemple, voter contre l'interdiction de destruction des stocks d'inventus, voter contre l'allongement de la durée de garantie, la lutte contre l'obsolescence programmée, voter contre la suppression des plastiques à usage unique. Donc c'est le double jeu de la France insoumise. Non, mais c'est une question de cohérence. Et là, je crois qu'on nage en pleine incohérence. Merci Brune Poirson. Merci beaucoup Brune Poirson, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et merci à vous, Christophe Bordel, inarrêtable. Et on reviendra dans quelques instants à l'Assemblée nationale qui commence aujourd'hui l'examen du projet de réforme des retraites. Et nous aurons Daniel Obono de la France insoumise de Paris qui sera avec nous. Restez avec nous, il est 7h58, c'est le Grand Matin Sud Radio. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.